Bonjour à toutes et à tous pour ce rendez-vous autour d'un projet étonnant, mille formes, imaginé, j'ai envie de dire d'emblée, comme un réseau. Et c'est la question qu'on va partager aujourd'hui, celle de l'environnement artistique, comment finalement favoriser des environnements artistiques, environnement au sens le plus matériel qui soit, imaginer un lieu concret qui puisse accueillir des tout petits et favoriser un environnement artistique pour leur donner un accès à l'art, aux artistes, aux designers, et en même temps envisager cette question de l'environnement plutôt comme les conditions, pas forcément matérielles, mais plutôt les conditions humaines, les conditions intellectuelles, les conditions culturelles, pour rendre possible cette rencontre. J'ai aujourd'hui autour de la table Sarah Matera, qui est donc actuellement directrice du Centre d'art Mille Formes, hein, qui a vu le jour à Clermont-Ferrand et qui a une expérience évidemment depuis l'art contemporain, d'abord au château prieurral de Mont-Sampron-Libos dans le Lot-et-Garonne, on est au sud de la Loire, et en tant que chef de projet, puis responsable de pôle au sein même du service de médiation culturelle qui fait la marque de fabrique, on va dire, du Centre Pompidou. J'ai la chance aujourd'hui, depuis quelques mois, d'avoir retrouvé cette équipe merveilleuse qui est au fond une des matrices, on va dire, de la médiation culturelle en France et qui s'efforce effectivement de coopérer. Ça va être un des sujets, je pense, aujourd'hui, justement. Cette question des réseaux, c'est d'abord et avant tout être avec l'autre, être avec les autres et ne pas se sentir comme un centre, mais plutôt comme un pôle, hein, en résonance avec d'autres. Et je crois que cette journée en est bien l'illustration, c'est-à-dire ne pas se retrouver simplement qu'entre professionnels de la petite enfance, qu'entre professionnels de la culture ou de l'art contemporain, mais bien évidemment croiser, se rencontrer, échanger. Et comme on le disait précédemment, utiliser, mobiliser, hein, qui que vous soyez, les moments d'interlude, d'intermède, les pauses goûter, déjeuner, pour aller interpeller nos invités. Marie-Jean Maître, qui est au milieu et qui se définit elle-même comme une semeuse d'art et de culture. On est exactement entre la culture et l'environnement, l'écologie, on va dire, de l'attention, dont il était question tout à l'heure. Vous avez été éducatrice de jeunes enfants, puis responsable de structures petite enfance en France, avant de retrouver la Confédération helvétique et le territoire de Genève, où vous avez été responsable de l'éveil culturel et artistique petite enfance à la ville de Genève. Aujourd'hui, vous êtes encore pour quelques mois directrice d'un magnifique lieu qui s'appelle la Maison de la Créativité à Genève, et ce sera l'occasion évidemment d'en parler. Enfin, Analia Galardini, qui est chercheuse au fond, et je pense que là aussi c'est intéressant aujourd'hui dans cette dimension de réseau. Ça n'est pas simplement toujours des opérateurs, c'est pas toujours des animateurs, c'est pas toujours des éducateurs, mais il nous paraît essentiel avec Sarah Matera d'imaginer ces réseaux en lien avec l'université, en lien avec la recherche qui se fait, en lien avec une recherche-action, hein, et pas simplement non plus livresque. Et Anna Galarghini a évidemment expérimenté sur le terrain non pas d'un lieu, non pas de deux lieux, mais de très nombreux lieux, celui d'un territoire, celui du territoire de l'Émilie-Romagne en Italie, qui est une région qui a énormément expérimenté la question de ce qu'on appelle la ville à hauteur d'enfant, et comment finalement dans des politiques publiques, hein, qui ne sont pas que des politiques publiques d'éveil à la petite enfance, mais des politiques publiques transversales qui concernent de l'urbanisme, qui concernent de la jeunesse, au fond, des politiques publiques de la jeunesse, de la culture évidemment. Comment, au fond, créer les conditions pour accéder à cet environnement artistique. Alors voilà, je passe la parole immédiatement à Sarah Matera, avec laquelle nous cheminons depuis maintenant plusieurs années dans l'élaboration d'un lieu qui ne ressemble à aucun autre et dont on rêve ensemble qu'il puisse essaimer et rassembler autour justement de cette question de l'accès à l'art. Merci beaucoup. Pour vous faire un petit résumé aussi de ce qu'est Mille Formes, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un centre d'art à l'attention des 0-6 ans et de leurs accompagnants, donc tout adulte qui les accompagne. C'est un lieu en fait qui a été, c'est une volonté municipale, un lieu qui a été souhaité par la ville de Clermont-Ferrand et qui a fait le lien et qui a donc travaillé avec le Centre Pompidou. Et a fait appel au Centre Pompidou pour pouvoir travailler en fait sur la construction de ce lieu-là. On est aujourd'hui le Mille Formes est aujourd'hui en partenariat avec le Centre Pompidou et c'est un projet qui a été co-construit. Alors c'est un lieu qui fait 700 mètres carrés,
dont les espaces sont totalement ouverts les uns sur les autres. Vous allez avoir quelques photos ici. C'est un lieu dont on a souhaité faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, comme vous l'avez vu sur la première photo. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de l'accueil, et cet accueil, en fait, est déjà l'extérieur est déjà un sas d'entrée sur l'intérieur, et il y fait le lien. On a 5 espaces. On change de programmation à peu près tous les 3-4 mois sur les 5 espaces. Et dans ce cadre-là, en fait, on travaille toujours avec des artistes qui sont dans un domaine, différents domaines, donc dans le pluridisciplinaire, pour vraiment travailler en fait avec eux sur des projets à l'attention des tout-petits. L'idée aussi de ce lieu, et c'est un des axes fondateurs, c'est le faire ensemble, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une dynamique tirée du Centre Pompidou, qui est vraiment l'idée d'appréhender l'art par le faire, dans l'idée de cette manipulation qui nous amène à nous mettre vraiment dans la créativité et à manipuler. Et puis, on est dans ce lien, toujours parents-enfants, l'idée de venir là en famille, de créer cette bulle et de vivre un moment qui soit un peu hors du quotidien. Sur cette question de l'environnement, en fait, on a aussi... alors, ça a été vraiment un axe fondamental, l'environnement qu'on allait donner sur ce lieu-là. Il se trouve que c'est une ancienne boutique de vêtements qui est au cœur de Clermont-Ferrand. Et puis, on a travaillé sur ce lieu qu'on souhaitait déjà un lieu accueillant. L'accueil est très important à Milleformes. Et aussi un lieu qui, finalement, allait pouvoir donner la curiosité et l'envie d'aller voir plus loin, d'aller regarder un peu ce qui pouvait s'y passer. Et c'est un lieu, du coup, qu'on a travaillé avec une designer qui s'appelle Laure Jaffuel, qui a vraiment travaillé tout le design d'espace, en lien aussi avec la direction du patrimoine bâti de la ville de Clermont-Ferrand. Et elle a travaillé vraiment sur le design dans ses moindres espaces. Elle a finalement regardé ce lieu comme un playground. Elle a réalisé un terrain de jeu, mais qui est un terrain de jeu ouvert à la création et dans lequel on s'immerge dans la création. Pour vous donner quelques éléments de ce lieu, on a vraiment souhaité que ce lieu soit un espace totalement ouvert, ce qui peut vous sembler particulier pour un espace pour les tout-petits, c'est-à-dire qu'on a 5 espaces, mais qui sont ouverts les uns sur les autres. Seul l'espace pour les 0-24 mois est un espace fermé, parce qu'on avait besoin de plus d'intimité pour les tout-petits. Et c'est un espace qui permet une fluidité des publics. Et quand on parle justement de cet environnement qui doit être accueillant, c'est aussi un environnement, comme je vous disais tout à l'heure, qui donne la curiosité, mais qui donne envie aussi d'aller voir un peu ce qui s'y passe et puis d'aller comme ça dans les moindres recoins. Alors, c'est vrai qu'on a créé ce lieu, on a travaillé sur l'identité d'un lieu et qui a vraiment une forte identité qui est on va dire l'identité de Laure Jaffuel. Et puis, dans ce lieu, on a laissé aussi les espaces totalement ouverts et totalement libres pour laisser libre cours à la création, bien sûr, et à l'environnement créé par l'artiste. Ce qui est pour nous extrêmement important aussi, c'est cette question-là, c'est cette idée aussi que chaque artiste va créer un environnement, un dispositif artistique qui va faire environnement et qui va permettre aux tout-petits et à leurs parents de pouvoir totalement s'immerger dedans, mais aussi de pouvoir laisser libre cours à leur imagination. C'est-à-dire que on pose quelque chose qui a du sens, qui est vecteur du travail d'un artiste, et en même temps, ça ouvre sur des multiples scénarios et multiples scénarii, et qui finalement vont laisser une grande liberté à l'enfant et aux parents de l'appréhender dans toutes ses formes et dans toute sa totalité, en fait. Et il y a quelquefois d'ailleurs des prises en main, on va dire, des enfants ou des entrées dans la création qui se font totalement différentes que de celles qu'on avait imaginées au départ. Donc voilà, l'environnement tel qu'il a été créé, en tout cas, est vraiment pensé de cette manière-là, de façon à laisser la création au premier axe et au premier jeu. Sarah, vous avez parlé de cette question du seuil, de l'espace Milleformes. Au fond, un mot qu'on n'a pas encore cité depuis ce matin, moi que je revendique, qui est celui de l'accessibilité, parce qu'il a à la fois une dimension aussi matérielle et immatérielle. Il me semble que dans l'accessibilité matérielle, vous avez soigné le fait d'arriver, de rentrer, parce qu'il y a un trottoir élargi qui est déjà lui-même aménagé. Mais dans la dimension immatérielle,
ou semi-immatériel, il y a cette question aussi du seuil et de l'invitation à entrer au travers de cette charte. Moi, j'aimerais que vous disiez deux mots je ne sais pas comment vous citez, c'est le mot charte d'ailleurs que vous utilisez, mais comme la règle du jeu de l'espace, et qui pour moi est une manière aussi d'inviter finalement à faire communauté. On arrive dans cet espace et au fond, il y a une règle. Elle n'est pas très stricte, hein, mais dites-nous en quelques mots. Alors en fait, effectivement, on a travaillé dès les débuts du lieu sur les fondements de ce lieu qui sont devenus les règles de vie. Et quand vous arrivez dans Milleformes, vous avez le panneau des règles de vie qui est explicité, qui est que dans ce lieu-là, on va découvrir l'art, mais on va faire ensemble. Donc il y a cette question du lien en fait qui est extrêmement présente, qu'on va manipuler, qu'on va tester, qu'on va expérimenter, mais qu'on peut aussi ne rien faire. On peut aussi rentrer dans le lieu, juste regarder ce qui se passe et se poser et appréhender le lieu plutôt sur l'écoute ou plutôt sur l'observation. Il y a l'idée aussi d'un lieu de vie dans ces règles de vie, puisqu'on dit dans ces règles de vie que dans le café, eh bien, on peut échanger, et c'est aussi le lieu de la communication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le café, en fait, se trouvent aussi les vendredis matins des rencontres avec... on est en fait devenus les lieux des pâtes au beurre, donc lieu d'accueil gratuit, sans réservation, qui a été créé par Sophie Marinopoulos. Et donc les gens sont accueillis par des psychologues et psychomotriciens et peuvent poser leurs questions autour de la parentalité. Donc c'est aussi un lieu d'échange en fait. Et puis c'est vrai que sur ces règles de vie dans l'espace, on explique aussi que les enfants et les parents doivent toujours aller voir un médiateur aussi, pour qu'il leur donne juste les toutes petites ficelles ou règles ou sens de l'œuvre qui vont leur permettre d'entrer totalement dans la création. Et donc, c'est vraiment une charte qu'on a voulu... Alors, c'est vrai qu'on appelle ça règle de vie, mais ça fait charte, c'est-à-dire que c'est vraiment la philosophie, en fait, de ce lieu-là qui est affichée dès les débuts. Et c'est une invitation aussi à participer, puisque c'est un mot qui est pour nous aussi extrêmement important, se sentir invité dans ce lieu-là. Merci Sarah. Alors je ne sais pas pourquoi il défile tout seul. Là, il faudrait peut-être qu'on m'aide. Le diaporama défile tout seul. Ok, d'accord. Marie-Jean, on va traverser l'Auvergne, les Alpes, et on arrive sur le plateau helvète. Et donc, de votre point de vue, au fond, comment est-ce qu'on soigne, comment est-ce qu'on invente, comment est-ce qu'on dessine un environnement favorable à l'accès à l'art? Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi je vais bientôt quitter le milieu professionnel, pas quitter l'éveil culturel et artistique bien sûr, parce que c'est mon âme, mon cœur et ma vie. Mais voilà, j'ai donc fondé cette maison de la créativité, qui est un lieu, je vous laisserai, je n'ai pas ramené des photos de la maison et je vais vous expliquer pourquoi, que vous pouvez aller voir sur le site maisondelacreativité.ch. Vous aurez toutes les images souhaitées. C'est un lieu qui est dédié à la créativité et c'est donc qui abrite 9 espaces de créativité libres et autonomes qui s'adressent toujours aux adultes et aux enfants ensemble. On n'accueille pas les enfants seuls, mais toujours adultes et enfants ensemble, 0-8 ans. Voilà pour la maison de la créativité, je vous laisserai découvrir. Ce qui m'intéressait dans ces questions, là, autour justement de l'environnement et des espaces dédiés, moi j'ai travaillé plusieurs années sur des espaces dédiés à l'accès à l'art et à la culture. Et puis, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'années déjà, je me questionne sur autre chose, sur la question, est-ce que l'éveil culturel et artistique, en fait, n'est pas actuellement, pour reprendre une expression qu'on a entendue tout à l'heure, hors sol? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas oublié quelques racines qui se trouveraient au sein même des lieux de vie de la petite enfance, qui sont parfois des lieux qui proposent un environnement très enfantin, privé de représentations diversifiées, d'art et de culture, ces univers qui ont été pensés par les adultes. Alors heureusement, la littérature enfantine amène un graphisme souvent magnifique, qui nous pousse au-delà de l'enfantin. Mais soyons sérieux, je crois qu'il y a quand même une part enfantine que l'on pose là. Pourquoi? Alors que la vie est bien plus large et que l'art et la diversité artistique pourraient être présents au quotidien. Alors je ne nie pas l'importance d'avoir des artistes, je ne nie pas, parce que j'ai travaillé là-dessus pendant des années, l'importance d'aller à l'extérieur. Mais déjà, ce lieu dans lequel les enfants vivent, tous les lieux d'accueil, si l'on voulait bien,
moi ce serait un cri, quitter cette idée de l'univers enfantin pour leur offrir une vraie partie du monde. Hein, je crois que notre rôle, c'est d'amener le monde à l'enfant, d'amener l'enfant au monde et de l'accompagner dans les codes de rencontre, et que quelle part du monde on choisit. Lorsqu'on travaille avec des jeunes enfants, on choisit tout. Du matin au soir, on va choisir la lumière, ce que l'on met sur les murs, ce que l'on met dans leurs oreilles, et le choix est multiple. Donc je me questionne là-dessus, sur ces petits univers dans lesquels on les fait vivre, qui sont remplis de jouets. Alors là, au risque de choquer peut-être, mais les jouets sont là, c'est une évidence. Pourquoi ? Est-ce que les jouets, par rapport, donc les photos que vous pouvez voir, en fait, sont des photos de mes petits-enfants, parce que finalement, voilà, ce qu'on peut mettre dans les mains des enfants, c'est pas seulement, bien sûr, les jouets. Des objets de jeu, on les prive, à mon avis, de matière. Hein, souvent, ils ont droit au bois, d'accord, au plastique, ça c'est sûr. Ont-ils droit au fer ? Ont-ils droit à d'autres matières ? Ont-ils droit à des objets très lourds, très grands ? À part quand on sort, bien sûr, dans la nature, on peut porter des bûches. Les tout petits adorent porter des éléments très grands. Tout l'accès à la matière, bon, les vrais instruments de musique, des déguisements en permanence, parce qu'on devrait avoir le droit de s'exprimer. Est-ce que la malle à déguisement dépend du fait qu'on va descendre ou sortir les éléments pour pouvoir se déguiser à un moment décidé par l'adulte, ou est-ce qu'on crée un environnement où l'enfant a accès librement à des tas de choses pour créer, pour inventer, pour s'exprimer ? Est-ce qu'on attend le moment où on va faire un dessin, ou est-ce qu'il y a toujours des crayons de bois et des papiers qui permettent de laisser une trace quand moi, à 3 ans, j'ai envie de laisser une trace ? C'est des questions que je pose simplement. Donc tout ce qui est diversité musicale, hein, alors il y a des progrès, les choses avancent, mais le jazz, le rap, hein, pourquoi uniquement ? Alors les comptines ont leur importance, ça je ne nie pas du tout, les chansons traditionnelles aussi, mais écouter du jazz, la musique classique, écouter du rap, écouter des musiques du monde, c'est ça, hein, l'éveil de l'enfant, toucher de multiples matières, avoir des objets complètement insolites. Et c'est d'une simplicité. Alors la maison de la créativité, rendue dans les espaces de vie enfantine, c'est d'une simplicité incroyable. C'est juste prendre des objets, prendre des bouts de monde et les proposer aux enfants. On veille à la sécurité, mais après, on met des multitudes d'objets et on les laisse explorer. Et on sort de cette approche uniquement, on leur met des jouets dans les mains. C'est à mon avis, réducteur. Voilà, puis je redonnerai la parole après. C'est que les adultes soient capables d'offrir de la diversité, d'offrir du choix, s'émerveiller avec les enfants, jouer les aiguiseurs de curiosité, favoriser la libre pensée, favoriser la créativité à chaque instant, rencontrer l'insolite, rencontrer la beauté. Analia nous en parlera mieux que moi. Développer l'esprit critique et puis leur offrir du rire aussi ensemble. Voilà ce qui est, à mon avis, est le terreau de l'éveil culturel et artistique, et qu'on n'y pense pas. Avant, on va pour la première fois au musée, on commence à s'éveiller. Non. On commence peut-être au niveau du fœtus. Là, je ne suis pas compétente pour en parler. Sophie Marinos-Poulos nous en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça doit commencer dans les lieux de vie et dans tous les lieux où l'enfant vit. Et qu'en grandissant comme ça, on deviendra des parents aussi capables d'aller au musée, capables d'emmener les enfants vers l'art et la culture. Merci beaucoup Marie-Jean pour ce témoignage sincère d'ouverture, de décloisonnement. Vous parliez justement de nécessité d'échanger avec d'autres, parents, enfants et d'autres métiers. Avec Analia, eh bien, nous allons aborder cette question aussi du territoire que je qualifierais aussi politique, hein, je pense, c'est-à-dire au fond, quand vous avez travaillé à l'échelle d'une collectivité, qui était la ville de Pistoia, quand vous avez travaillé à l'échelle d'une région, au fond, vous êtes confronté à cette question, au fond, de l'environnement et de comment amener les tout-petits à un environnement artistique amélioré ou de beauté, comme vous le qualifiez vous-même.
Alors, bonjour à tout le monde et merci. Et avant tout, je m'excuse pour mon français. Je vous demande une compréhension pour les difficultés que je pourrais avoir à parler en français. Mais je suis très contente d'être ici et surtout sur ce thème, les réseaux. Parce que l'Italie, qui a avancé, qui a beaucoup avancé par rapport à ces questions, à la question de l'éveil culturel et artistique des enfants, a fait ça parce que nous avons partagé plusieurs idées et les réseaux sont pendant les territoires, entre les régions et les différentes régions, quelque chose qui a été pratiqué pendant plusieurs années. Alors, c'est très important. Moi aussi, je suis ravie et je remercie d'être ici parce que ça renforce la conviction que nous sommes ensemble parce que la question, c'est très compliqué et parce que les enfants ne sont pas dans la tête de la politique, ne sont pas toujours dans la tête de ceux qui doivent prendre les décisions. Alors, c'est une lutte que nous devons faire entre des différents professionnels qui s'occupent de la culture, qui s'occupent de l'éducation, qui s'occupent des affaires sociales. Alors, quel est l'atout que nous avons choisi pour avancer et pour combattre la pauvreté culturelle qui, dans ce moment, est vraiment une réalité par tout le monde. Les enfants vivent, les familles vivent une pauvreté culturelle qui n'est pas nécessairement une pauvreté économique. Alors, nous devrons surtout s'occuper de ça. Et alors, je pense qu'ils sont très importants des liens spéciaux qui ouvrent la visuelle, qui donnent des choix, qui nutrent l'imagination des familles, des enfants, des professionnels. Mais c'est toujours dans la quotidiennité des crèches, c'est surtout dans la quotidiennité des lieux d'accueil que nous devons faire des pas en avant. Alors, les pas en avant, en quelle direction? Nous avons dit dans la direction esthétique, de la beauté. Nous devons rechercher la beauté, signifie faire ce que Sophie a souligné ce matin, donner valeur aux perceptions, donner valeur à l'affectivité, réaliser des liens d'identité, pas stéréotypés, pas seulement scolastiques, modifier la posture des adultes, pas un adulte qui enseigne, qui a quelque chose dans sa tête, mais un adulte qui accompagne, qui soutient, qui offre des possibilités. Alors, nous pensons que la créativité et l'imagination, pour tous, pour les enfants aussi, ne sont pas un don, mais ils sont en conquête à attendre à travers un ensemble d'expériences qui permettent aux enfants de faire des choses, d'observer, d'expérimenter, de découvrir dans des contextes qui sont pensés par leurs besoins fondamentaux. Alors, vous avez nommé la région Émilie. Je viens de la Toscane. Il y a une lutte pour qui a fait plus bonnes choses entre la Toscane ou l'Emilia-Romagna. Mais nous devons reconnaître qu'avec Reggio Emilia, l'Italie a parlé au monde et a été à côté des enfants. Alors, je vais lire les mots de Carla Rinaldi, qui est une dame qui est chef dans la ville de Reggio Emilia. On ne peut pas enseigner la créativité, elle dit.
on ne peut pas que la soutenir, c'est-à-dire lui faire vivre un développement parce qu'elle è déjà inhérente all'identità umana. Quindi les enfants sont actifs, les enfants sont créatifs, mais il est nécessaire de donner un soutien. Alors, notre but, c'est donner le soutien et organiser autour des enfants et soutenir une sensibilité esthétique avec des petites beautés que nous devons mettre dedans les institutions. Les institutions pour les enfants sont souvent tristes, pauvres, stéréotypées. Alors, pour accompagner les enfants, nous devons modifier beaucoup l'environnement et c'est à travers ça que nous pouvons parler aussi aux familles, parce que la voix des espaces est plus forte que nos mots. Alors ça, c'est avant tout une chose que je vais souligner et vais dire qu'en Italie, nous avons pour la petite enfance des crèches et aussi des écoles maternelles très, très beaux. Mais ça dépend d'avoir compris la valeur de l'esthétique et comment l'esthétique est la manière de parler à l'imagination, à la perception et aussi au corps des enfants. Merci beaucoup, Analia. La question des corps est essentielle. D'ailleurs, nous sommes tous les quatre un peu coincés dans ces fauteuils de designers, mais on aimerait tellement être à côté en chaussettes, tranquillou, dans ces formes avenantes et confortables, et peut-être justement aller sur ces questions de priorité pour vous, d'éveil. Au fond, aujourd'hui, dans vos lieux, dans vos pays différents, au fond, quelles sont les priorités pour l'éveil artistique et culturel? Sarah. Alors, je pense qu'on va se rejoindre sur la question des priorités sur l'éveil artistique et culturel, mais il y a une première chose, et qui est, c'est vrai, l'ADN aussi de ce qui se fait au Centre Pompidou, c'est vraiment l'expérimentation pour moi. C'est pouvoir expérimenter avec ses mains, c'est le faire, c'est travailler autour des sens. Et on sait que l'expérimentation, elle est révélatrice, et elle est révélatrice en fait pour tous, c'est-à-dire pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Dès qu'on participe à quelque chose et qu'on y participe activement, finalement, ça révèle aussi une part de nous-mêmes. Et donc, pour moi, c'est un des axes qui est fondamental dans l'éveil artistique et culturel. Le second axe, c'est l'environnement, bien sûr, dans lequel l'enfant et son parent va vraiment aussi expérimenter. Donc l'environnement, mais on vient d'en parler, est vraiment un axe important. Et puis dans l'éveil artistique et culturel, il y a pour moi la présence artistique, et donc la présence de l'artiste, qui est un point très fort, c'est-à-dire que sans les artistes, en fait, on ne serait pas dans cette création. Et pour moi, cette présence est vraiment indispensable. Et c'est vrai que la manière dont on travaille à Milleformes est vraiment de travailler toujours en direct avec les artistes, de créer des dispositifs, de créer des moments, de créer aussi des performances avec eux. Et ça rejoint aussi l'idée des formations. C'est-à-dire que, en fait, je pense que pour accueillir un projet culturel, notamment dans les lieux petite enfance ou dans des lieux qui souhaiteraient accueillir des projets pour les tout petits, il faut aussi pouvoir s'immerger dans une histoire. Donc une histoire artistique ou l'histoire de la création, et tout le monde, et ça c'est des retours aussi que j'ai eus, tout le monde n'est pas à même, ou tout le monde ne se sent pas légitime justement de proposer ça. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à la formation. Et je sais, l'équipe de Milleformes est très formée. Et on travaille aussi avec des artistes pour former les médiateurs sur la posture, les médiateurs et les médiatrices sur la posture,
autour de ce qui se passe et ce qui est expérimenté dans Milleformes. Et je pense aussi que la formation est vraiment un élément extrêmement important pour pouvoir accueillir un projet artistique et aussi pour pouvoir le recevoir et être tous dans la même histoire. Parce qu'il ne s'agit pas là d'amener un projet et puis de le recevoir, voilà, d'avoir quelqu'un qui intervient une après-midi et puis qu'après cette personne, cet artiste repart et puis tout d'un coup on reprend la vie. En fait, à partir du moment où on s'approprie ce projet, la vie, elle peut continuer aussi dans la structure. Et pour moi, donc, la question des formations est aussi extrêmement importante. Marie-Jean, oui, les questions de transmission, finalement, d'invitation aussi d'artistes, est-ce que vous l'avez pratiqué et quelle part, finalement, donner à ces questions d'intervention artistique? Alors oui, je l'ai pratiqué sous différentes formes. Au niveau de la Maison de la Créativité, on a des résidences d'artistes qui viennent et qui baignent dans la vie de la maison, où il y a toujours du monde. Donc ils doivent aussi ouvrir leur atelier en création et puis ensuite être en lien avec le monde. Je dirais que j'ai une petite préférence pour d'autres interventions que j'appelle des éruptions artistiques qui m'ont permis pendant des années d'envoyer dans les institutions de la petite enfance des artistes qui avaient pour seul langage la pratique de leur art. Alors je donne un exemple, une danseuse arrivait sans avoir prévenu les enfants, les adultes étaient prévenus de sa venue, rentrait dans l'espace de jeu sans avoir un espace dédié, dansait au milieu des jouets avec les enfants, accepter que les enfants ne la regardent pas, se demandent qu'est-ce que ce drôle de personnage faisait au milieu d'eux, détourne éventuellement le regard, des grands moments de solitude parfois, repartait comme ça, et puis revenait dans le même groupe une deuxième fois, une semaine après. Et là, en fait, l'enfant, petit à petit, on avait respecté sa pudeur de ne pas forcément lui imposer ce moment-là. Petit à petit, s'y intéresser de lui-même pour la quasi-totalité des enfants, à leur manière, tout en peut-être en continuant à jouer à la dinette s'ils en avaient envie. La possibilité était laissée. Et puis une troisième fois, et on voyait la bulle se rétrécir et les enfants s'installer petit à petit en tant que spectateurs. Mais on leur laissait prendre cette place-là. Donc voilà, pour ce qui est des irruptions artistiques. Pour ce qui est des axes, moi je te rejoins, alors bien sûr, on n'est pas là pour rien ensemble, mais je dirais que l'une des premières choses pour moi, c'est questionner la pauvreté culturelle du monde dit enfantin. Ça, c'est l'une des choses qui est à mettre vraiment sur la table dans les formations et autres, parce que ça se répète, quoi. Je veux dire, on rentre dans des crèches et il y a du Walt Disney sur les murs, des petits cochons roses et bien ronds, qui sont loin d'exprimer la diversité. Donc, il y a des questions vraiment, à mon avis, à se poser sur quel regard sur le monde on offre aux enfants. Je dirais la deuxième chose, c'est la créativité et l'éveil esthétique au cœur. Mettre ça au cœur, comme l'a dit Analia, la créativité n'est pas une activité qu'on fait entre 8h et 9h dans une salle dédiée. La créativité, c'est la joie de vivre, c'est vivre des choses étonnantes avec les enfants. Chaque matin, se dire, tiens, qu'est-ce que je leur propose aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'amène, moi, dans mon parcours d'éducatrice de jeunes enfants ? En fait, j'avais la Maison de la Créativité dans un grand sac dès le début de ma carrière, parce que j'avais des choses, des objets, des drôles de trucs que je trimballais, et je proposais aux enfants, on doit ouvrir le sac, et les enfants disaient, qu'est-ce qu'on fait avec ? Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ? Et l'activité partait avec ma gourmandise de regarder ces enfants explorer des choses qu'ils n'avaient jamais rencontrées, qui pouvaient être un fouet à pâtisserie, ou bien du papier journal, ou des tubes de carton, ou plein de choses étonnantes, leur livrer cette part du monde. Et puis l'éveil esthétique, alors je vous engage à aller voir un document qui s'appelle c'est une brochure qui a été faite, qui est née de la Haute École des Arts de Berne, qui s'appelle Éveil esthétique et participation culturelle dès le plus jeune âge. Je pense qu'on pourra peut-être mettre des références après pour que vous puissiez découvrir cette brochure qui prend qui parle de la participation culturelle, c'est le 3e chapitre, mais qui parle aussi de la créativité comme étant la première brique de l'éveil esthétique, avec une considération de l'esthétique. Je ne sais pas si vous le comprenez, ce n'est pas éduquer au beau.
la définition. Je peux vous donner rapidement les quelques mots parce que c'est important peut-être d'avoir la manière dont c'est présenté dans cette brochure. Tout simplement, l'éveil esthétique ne doit pas être confondu avec une éducation ou une science du beau. Le terme d'esthétique vient du grec ancien esthésis, un mot qu'on peut traduire par perception sensorielle, connaissance par le biais des sens, sensation ressentie au contact d'une réalité. L'éveil esthétique se définit donc comme une approche qui éduque et stimule la perception. Voilà, c'est de ça dont il est question. Et puis, juste pour finir, l'axe fondamental qui est la formation. Je vais aller vite, comme ça je vais laisser la parole à Analia. Je vais lire, du coup, ça sera plus rapide. Que la formation questionne la posture des adultes vis-à-vis de l'enfant, leur rendre leurs compétences de passeurs, revisiter les formations pour donner la place à la rencontre sensible du monde, à la joie et à l'émerveillement. Inclure dans les formations de base et continues les rôles de veilleurs d'art et de culture, d'aiguiseurs de curiosité, de semeurs de questions, de livreurs de beauté, de passeurs de sensations. Que la formation rende des professionnels compétents et compétentes, audacieux et audacieuses dans leur présentation du monde à l'enfant. Qu'ils suscitent la curiosité et s'autorisent à pousser les limites et à s'aventurer dans l'inconnu. Qu'ils trouvent de l'humilité en tant que partenaires nourriciers de leurs découvertes. Qu'ils cheminent aux côtés des enfants, l'émerveillement en partage. Qu'ils trouvent la liberté eux-mêmes, qu'ils se sentent libres de penser, de créer, de réinventer, de pousser aussi les portes des musées. Que la crèche, l'école, les formations d'éducateurs et de médiateurs, etc., nourrissent l'émerveillement et donnent confiance, laissent la place au rêve et à l'imaginaire, que les cours d'école se remplissent d'objets de jeu, que l'accès aux outils soit permanent pour créer en tout temps, rêver, imaginer, que l'art de penser par soi-même soit plus que suggéré. Voilà mes priorités. Merci Marie-Jean. Analia. Je suis complètement d'accord. Et moi aussi, j'avais signé presque les mêmes considérations et j'avais choisi 4 aspects. Et surtout, avant tout, la préparation culturelle des adultes. Parce que l'éveil artistique et culturel des enfants a besoin aussi de l'éveil culturel des adultes. Alors, nous avons besoin, dans les institutions éducatives, des adultes qui ne sont pas formés seulement d'un point de vue pédagogique et psychologique, mais des adultes qui sont ouverts à la culture, ouverts au contexte culturel de telles situations, intéressés au monde, intéressés à la complexité où les enfants vivent. Et puis, c'est très important de ne pas oublier les besoins fondamentaux d'un jeune enfant. Quels sont les besoins fondamentaux d'un jeune enfant pour se développer et apprendre? Nous savons dans ces moments, à propos de la façon dont les enfants grandissent, nous avons aujourd'hui de nouvelles connaissances. Alors, nous devons changer les modalités. Et nous savons que les émotions sont très importantes pour un enfant, les perceptions et que les pensées, les aspects cognitifs dépendent fortement de l'aspect émotionnel. Alors, c'est ça que nous devons nous sentir engagés à transformer l'environnement, les contextes où les enfants vivent toute la journée. Ça, et puis, je pense à ces propos qu'il est également important de penser des lieux consacrés dans les écoles et aussi dans les crèches, consacrés aux activités expressives. N'est pas, nous devons donner des priorités. Alors, avoir un atelier, avoir des espaces aménagés
par rapport aux besoins d'activité, d'exploration, de suggestions des enfants est très important. L'histoire des ateliers dans les institutions pour la petite enfance en Italie a donné une grande contribution à transformer pas seulement un espace, mais tout l'espace d'une institution. Et puis, c'est très important de donner à la beauté l'espace qui est nécessaire. Alors, moi aussi, je voulais donner une suggestion par rapport à un philosophe, Ugo Morelli, qui s'occupe en Italie de ce thème. Ecco, il dit que la beauté est une question, dans le sens qu'elle se manifeste comme une tension, un processus. La beauté révèle ce que, sans son expérience, nous n'aurions pas ressenti et rencontré, et en même temps, pour ce faire, revoile, pose un nouveau voile, un nouveau seuil, une nouvelle question que nous n'aurions pas pu poser avant cette expérience. Alors c'est la complexité et la valeur de l'éducation que nous pouvons, de quelle manière, souligner avec une attention à la beauté. Et nous devons encourager les enfants et aussi leurs familles à reconnaître la beauté et aussi à la préserver, à la conserver et à la partager. Ça, c'est la fonction de la culture et aussi du musée. Nous ne pouvons pas avancer sans les professionnalistes de la culture. Mais le but de notre société pour combattre la pauvreté, c'est qu'elle de savoir reconnaître la beauté, de la protéger et de la conserver dans notre ville qui sont si magnifiques, mais qui peuvent avoir une dérive dans ces moments. Bon, merci Analia. Analia Marie-Jean, finalement, Sarah, vous avez posé, j'ai l'impression, il suffit de rédiger désormais ce qui a été dit, les bases d'une charte du réseau Milleformes, puisqu'au fond, vous avez posé une dizaine de valeurs qui peuvent constituer, on va dire, la base de ce réseau qu'on espère prospère. Et ce réseau, c'est vous aussi, et donc on va vous laisser un peu la parole. Oui, moi j'aimerais bien rajouter dans cette charte prendre soin de toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants. Parce qu'en fait, elles n'ont plus la possibilité justement de rêver avec les enfants, de jouer, elles n'ont pas d'espace, elles n'ont pas de temps, elles n'ont rien de tout ce qui est nécessaire pour voir la beauté, pour la vivre, pour la partager et pour s'émerveiller. Et donc c'est vrai qu'il y a comme un espèce de paradoxe que je trouve terrible pour moi, enfin, en tant qu'artiste, entre tout ce qui se dit avec lequel on a vraiment envie d'aller, d'avancer, et la situation des lieux de la petite enfance, qui sont vraiment en difficulté. Et donc on parle du prendre soin du lien, du prendre soin de l'enfant, du prendre soin, mais prenons d'abord soin de toutes ces femmes qui travaillent auprès des enfants au quotidien, pour qu'elles-mêmes, elles puissent aussi prendre soin des enfants et voir la poésie, l'émerveillement et la sensibilité qui peut s'exprimer à tout instant. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième que je rajouterais, c'est la place des parents, parce que je pense que dans notre société actuellement, cette place, elle est extrêmement fragile. C'est une situation fragile d'être parent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, et que je trouve qu'il ne faut absolument pas les oublier dans toutes ces propositions qu'on fait, et que ce qui est génial dans tout ce travail, c'est que justement, il y a toujours à faire, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à découvrir, toujours à rechercher comment on peut faire des propositions
qui fasse que pour l'enfant, qui est le centre de notre préoccupation, ça prenne sens et vie et qu'il puisse se l'approprier. Et pour ça, les parents, c'est indispensable de les associer. Mais merci pour votre témoignage. Je pense que là, voilà, il a été beaucoup question d'environnement et de qualité d'environnement. On ne l'envisage pas simplement comme l'espace d'éducation ou l'espace de médiation, mais évidemment comme un espace de travail également. Et je pense qu'on doit continuer aussi à associer des designers, des usagers, parce qu'en fait, les designers ou les artistes ne sont pas des magiciens qui vont transformer le monde. Je pense qu'on a besoin tous ensemble d'être actifs, et je pense que c'est, et votre parole en témoigne, je pense que c'est par les usagers des lieux qu'on transforme les lieux. Et donc je pense que c'est très important aussi de donner la confiance aux travailleurs, aux travailleuses qui sont dans les espaces, pour leur dire, vous pouvez aussi aménager, transformer. Alors après, il est question aussi de moyens, et c'est vrai qu'au-delà d'un aménagement sommaire, on a aussi besoin de moyens des collectivités publiques pour rendre ces espaces confortables, agréables, des espaces de transmission. Et bien-être aussi, hein? La beauté veut dire bien-être aussi, hein? Pas seulement une question d'embellissement, mais il s'agit de quelque chose qui touche en profondité, qui est la vraie, l'expression plus efficace du soin, de l'attention au soin, aussi au bien-être de tous ceux qui travaillent. Et c'est d'autant plus important dans nos milieux, dans vos milieux, que nous sommes dans la présentialité. Hein, et que autant on a découvert, voilà, après l'histoire que nous avons tous partagée, cette possibilité de télétravailler. Or, la question de l'enfance, de l'éducation, ne peut pas se passer de la physicalité. Et donc je pense que voilà, la question de la qualité des lieux de travail et la qualité aussi de l'entretien, de comment, au fond, on se forme les uns les autres au quotidien, comment on revient sur nos expériences, parce que la formation, ça n'est pas que le module de formation qu'on aura imaginé ou qu'on aura suscité, mais c'est aussi, ensemble, en équipe, revenir sur des expériences, bonnes ou mauvaises, mais régulièrement revenir dessus. Il y a d'autres questions ? Oui, allez-y. Oui, moi j'adhère complètement à ce que vous dites à 200%, c'est ce qui anime aussi les actions. Mais ça me fait de la peine, ça me fait mal en même temps parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le médico-social, j'ai été éducatrice spécialisée, j'ai animé des ateliers d'expression. Et après j'ai été formatrice en travail social, donc pour des travailleurs sociaux, dont éducateurs spécialisés comme élus de jeunes enfants. Et j'ai assisté aussi à cet appauvrissement de la culture de par les étudiants, mais aussi dans le centre de formation, qui est censé aussi représenter tout ce qu'on peut souhaiter pour les publics qu'on accueille, c'est-à-dire l'accueil justement, et la possibilité d'offrir un espace où les étudiants peuvent disposer d'un lieu et d'expérimentation. Et ce n'était pas le cas, alors je vais peut-être paraître un peu vieille, mais il y a eu des lieux, des écoles dans l'éducation spécialisée où les étudiants pouvaient rester le soir ou pour faire du théâtre, pour expérimenter des choses. C'est plus le cas maintenant. Enfin, les portes, moi j'ai vu les portes se fermer, vraiment, mais symboliquement, mais vraiment après, concrètement, les étudiants ne pouvaient plus sortir après telle heure. Les lieux sont aseptisés. Voilà, donc ça me pose vraiment question et ça me fait mal d'entendre ça parce que je vais plutôt vraiment dans votre sens. Et du coup, je me dis que c'est vraiment faire acte de résistance, de pouvoir agir de votre manière. Et je me dis que les petits pas, les petites choses qu'on peut faire au quotidien, c'est celles-ci qui sont vraiment les plus importantes. Mais il faut en être convaincu, il faut avoir la capacité d'argumenter tout ça. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Et juste un petit truc aussi, c'est pareil dans les crèches parentales. Par exemple, à Montreuil, il y avait des petites maisons qui faisaient lieu d'accueil pour la petite enfance, donc. Et puis peu à peu, avec tous les risques que ça comporte et
et toutes les réglementations au niveau de l'hygiène et tout ça, eh bien, on supprime des arbres, on bétonne. Voilà, donc c'est aussi tout ça qu'il faut re-questionner, je pense. Mais voilà, non, c'est bon. Sarah. Oui, Voilà, c'était mon petit coup de... Je vous remercie pour votre intervention. C'est vrai que, alors, toutes les trois, on a aussi, bien sûr, discuté, et notamment autour de cette question de réseau. Et vous disiez, en fait, il faut être convaincu. Et je crois qu'ici, je pense que toute la salle aussi est convaincue par vraiment l'importance de cet éveil pour les 0-6 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, à Milleformes, on a un lieu qui incarne aussi une volonté, une politique publique, puisque c'est une ville en plus qui s'est associée au Centre Pompidou, donc à cette institution culturelle, pour créer ce lieu-là. Et je pense aussi que la question du réseau, pour nous, elle nous concernera tous, les uns les autres, et c'est aussi autour de ça qu'on veut travailler. On parlait tout à l'heure de travailler aussi avec des chercheurs, avec des chercheurs en sciences cognitives, avec des architectes, avec des designers, avec des professionnels de la petite enfance, avec des artistes et avec des parents, parce que la question du parent est essentielle aussi, bien sûr, et que le parent aussi puisse y participer est essentiel. Mais ce réseau, il sera aussi ouvert aux élus, et ouvert aussi à ces politiques publiques. Et nous, on a effectivement, dans le cadre de ce réseau Milleformes, un lieu qui incarne aussi ça. Et c'est notre souhait aussi de pouvoir travailler autour de questions fondamentales, qu'elles soient pratiques dans la réalisation en fait, de projets en commun, ou alors qu'elles soient plutôt théoriques. Sur des questions aussi qu'on se poserait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ouvre ça, et votre question y participe aussi sur cette idée qu'en fait, on en mesure l'importance et qu'on veut savoir comment, ensemble, on peut aussi aller plus loin. Voilà. Et partager les ressources, au fond. Exactement. Et le modèle, si vous voulez, de Milleformes, ça n'est pas celui que Sarah a bâti à Milleformes, à Clermont-Ferrand, pardon. C'est une méthode de travail, c'est une méthode coopérative, c'est une méthode de partage, de sortir simplement des seuls professionnels de l'art contemporain pour aller aussi co-construire avec les professionnels de la petite enfance. Mais comme il était dit précisément aussi, travailler avec les élus, parce que c'est aussi en leur ouvrant les yeux qu'ils comprendront qu'il y a des enjeux là aussi. Et c'est aussi en faisant corps unis, et justement que nous serons aussi plus convaincants à leur endroit. Oui, juste un petit mot. Oui, c'est un combat. Et je pense qu'au regard de ce qui se passe actuellement un peu partout, c'est un combat qu'il faut choisir et qu'il faut mener. Mais moi, je dirais que les formations, notamment des professionnels de la petite enfance, c'est vrai aussi sur la Suisse, amènent des gens non créatifs et non gourmands de la vie. Le principe, c'est de mettre de la joie avec les enfants, mais on est pour beaucoup avec les grilles de développement pour vérifier s'ils ne sont pas dans les normes et dans le cadre. Au secours, la vie, c'est pas ça. Et il y a bien sûr besoin de ces outils à sortir lorsqu'il y a un problème. Mais j'ose espérer qu'il y a quand même un pourcentage d'enfants qui vont bien. Et pour ce pourcentage d'enfants qui vont bien, il faut juste vivre la vie, la beauté, la joie, les tristesses, les émotions avec eux. C'est ça notre mission. Donc moi je pense que c'est effectivement un combat à mener et qu'on n'est pas au bout, parce que j'ai l'impression qu'on fait des pas en avant à certains moments, puis qu'on revient en arrière. Et puis, juste petit exemple, le bleu et le rose. Il y a une période où il n'y avait plus de rayons bleus et de rayons roses dans les magasins, et c'est une catastrophe. Donc simplement, c'est jouets, quoi. C'est les jouets avec la petite ménagère, etc. On est revenu en arrière, quoi. C'est une catastrophe. Donc c'est un combat. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve cet après-midi.